Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Les sénateurs ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration du déficit de la sécurité sociale, communément appelé le trou de la Sécu. Alors, ils envisagent de retarder certaines réformes proposées par le gouvernement. Les sénateurs souhaitent également ouvrir un débat sur les franchises médicales, reporter la réforme de la tarification à l'hôpital et s'opposer à la ponction de l'État sur l'Agirc-Arrco, qui avait fait polémique il y a quelques semaines. Alors, l'examen du budget de la sécurité sociale pour 2024 par le Sénat, majoritairement composé quand même de personnes de droite, implique à l'Assemblée nationale l'utilisation de l'article 49.3. Le budget en question s'élève à 640 milliards d'euros, dépassant même celui de l'État. Alors, bien que la décision finale reste entre les mains de l'Assemblée, le Sénat cherche à adresser un message politique significatif à l'exécutif. Parce que malgré une réduction du déficit de la sécurité sociale par rapport aux années de la pandémie, le trou de la Sécu devrait s'agrandir, passant de 8,8 milliards en 2023 à 11,2 milliards l'année suivante pour atteindre 17,5 milliards en 2027. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Charles Prats. Bonjour Charles Prats. Oui, bonjour. Alors, vous êtes vice-président de l'association professionnelle des magistrats, secrétaire national de l'UDI, et puis vous êtes juge d'instruction, magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Vous êtes l'auteur de Cartel des fraudes 1 et 2 aux éditions Ring. Alors aujourd'hui, donc on l'a dit, le budget de la sécurité sociale 2024 par le Sénat s'élève à 640 milliards d'euros. La question, c'est où part tout cet argent, Charles Prats ? Alors déjà, il ne parle plus dans ma rémunération de juge d'instruction ou de magistrat à la lutte contre la fraude, parce que je ne le suis plus depuis quelques années quand même. Ah oui, bah écoutez, je vais l'enlever. Oui. Bon, c'était des anciennes fonctions. J'ai exercé des fonctions de juge au pénal, c'est bon ça. Donc effectivement, donc le budget de la sécurité sociale, on est à plus de 650 milliards globalement. Et si vous prenez la protection sociale au sens large, on atteint quasiment les 900 milliards d'euros de dépenses par an. Donc, où passe l'argent ? L'argent, il passe dans le financement des retraites. Donc, vous payez les retraites. Il passe dans l'assurance maladie, dans les frais de santé, puisque là, à la loi de financement de la sécurité sociale, on serait quasiment à 250 milliards d'euros de dépenses chaque année, 247,6 de mémoire, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça passe dans les allocations, les minima sociaux, les allocations familiales, etc., ce qu'on appelle la branche famille. Voilà, ça passe dans tout ça. Maintenant, vous avez aussi les dépenses à falloir budgéter de dépendance. Donc l'un dans l'autre, vous avez toutes les branches de la sécurité sociale qu'il faut financer. Et en fait, la France, on est dans un pays où vous avez plus du tiers du PIB qui part en dépenses de protection sociale, au sens large, vous rajoutez le chômage, etc. Donc voilà. Évidemment, dans un pays qui dépense 900 milliards d'euros par an dans la protection sociale, plus du tiers du PIB, atteindre les 35% de mémoire, voilà, on peut effectivement se demander ce qui se passe. Et vous l'avez rappelé, le déficit de la sécurité sociale, il dépasse 8,8 milliards d'euros cette année, 11,2 milliards l'année prochaine, prévu en 2024, 15,8 en 2025, et ça continue, 17,5 milliards d'euros de déficit prévu en 2026 et 17,9 milliards en 2027. Ouais, ça augmente. Donc on se retrouve avec des chiffres complètement délirants. Mais comment ça se fait finalement que ça augmente comme ça, que le trou augmente autant et en même temps, on a l'impression qu'on n'a jamais eu un système de santé aussi peu performant en France. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une dégradation du service et à la fois ça nous coûte de plus en plus cher. Tout à fait. C'est une vraie question. Vous voyez, si vous faites les déficits cumulés à venir de la sécurité sociale jusqu'en 2027, on arrive à 71 milliards d'euros de déficit cumulé prévu. C'est-à-dire il va falloir voir ce que ça va donner en exécution. Et là-dessus, si vous rajoutez le déficit de l'État, parce que là, on parle simplement du déficit de la sécurité sociale, mais vous rajoutez le déficit de l'État, on a déjà 3 000 milliards de dettes, ça veut dire qu'à la fin du quinquennat, on va avoir combien d'euros de dette ? Parce que bien sûr, ce déficit, il faut le financer par la dette. Donc ça veut dire 70 milliards d'euros de dette supplémentaires à horizon de 2027, plus la dette liée à la trésorerie de l'État, qu'il faut combler, le déficit de l'État. Donc, on va avoir encore combien 500 milliards d'euros de dette supplémentaires
On aura 3 500 milliards d'euros de dette publique à fin 2027. Donc voilà, alors tout ça a une explication, évidemment. Et la principale explication, elle est très claire, ça fait des années que je le dis. D'ailleurs, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales sont venues sur la même problématique que moi dans un rapport d'avril dernier. Le problème, c'est le surnombre d'assurés sociaux. Vous avez plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge pour 60 millions d'habitants. L'explication, elle est là. Oui, c'est ça. C'est à la fois donc une mauvaise gestion, puis excusez-moi, puis des fraudes. Donc avant de parler de cette mauvaise gestion et de ces fraudes, je voulais revenir sur le budget de la sécurité qui a été adapté en force au 49.3. Donc pourquoi ce budget a été autant de mal à passer aussi? Parce qu'on se dit c'est encore un pognon de dingue pour reprendre Emmanuel Macron qui est dépensé. Comment ça se fait que donc il n'y a pas une unanimité là-dessus à l'Assemblée nationale? D'abord parce que vous avez des positions politiques qui peuvent être antagonistes. Ensuite, il faut bien savoir que le budget de la sécurité sociale, il est écrit et préparé par l'administration. On dit que c'est le gouvernement, mais c'est l'administration qui prépare le budget et qui tient la main des ministres. C'est pas le ministre qui décide, c'est l'administration qui explique au ministre ce qu'il doit dire et ce qu'il doit faire. Les parlementaires sont muselés. Les parlementaires sont muselés. Voyez-vous, j'ai publié d'ailleurs un tweet hier. J'ai été alerté par le Sénat. L'UDI fait partie du groupe Union Centriste au Sénat. Et l'Union Centriste, nous avions déposé un certain nombre d'amendements justement pour lutter contre la fraude. Et je vous donne un exemple. Nous avions déposé comme amendement au Sénat le fait que quand vous embauchez un travailleur étranger, eh bien, la Sécu doit vérifier dans le cadre de ce qu'on appelle des déclarations sociales nominatives. Ça parlera à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Donc, de l'URSSAF, en gros, on doit vérifier que la personne est en situation régulière, qu'elle a bien un titre de séjour, et le faire à chaque fois. Voilà. Et donc, mon Dieu, qu'avions-nous proposé que dans le code, ce soit marqué plutôt que la sécurité sociale peut vérifier, la sécurité sociale doit vérifier. Ouais. Et là, que nous dit le président de la commission des finances, un sénateur socialiste, il nous dit non, ça c'est irrecevable, ce n'est pas possible, ça crée des charges publiques. C'est-à-dire, vous voyez, un parlementaire qui demande simplement à l'administration de travailler un peu mieux ou un peu plus, c'est maintenant irrecevable. Le parlementaire n'a plus le droit de le proposer parce que ça va créer des charges publiques supplémentaires, soi-disant. Et donc, on atteint un niveau de délire absolu, d'ailleurs, dans la liberté des parlementaires. Ça veut dire qu'ils ne servent plus à rien, des parlementaires, dans ce cas-là, puisque ce type d'irrecevabilité signifie que n'importe quelle proposition de loi, même pas amendement, qui aboutirait à faire travailler un peu plus nos agents de la fonction publique, par exemple, pour lutter contre la fraude, on nous dirait « Ah non, c'est irrecevable, vous allez créer des charges publiques en plus, vous allez leur demander de bosser. » Ouh là. Voilà où on en est. C'est absolument scandaleux, c'est un pur scandale. Mais par exemple, le débat sera interdit sur la loi de financement de la sécurité sociale, sur un certain nombre de mesures anti-fraude, parce que les parlementaires ne pourront pas les proposer. Donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, les parlementaires, ça les énerve, et peut-être qu'ils ne sont pas enclins à voter simplement le texte que même pas les politiques en face leur présentent, les administrations leur présentent, parce que derrière, on leur dénie toute possibilité d'amender réellement et de manière efficace les choses. On les empêche finalement de faire le travail pour lequel nous les avons élus. Et c'est un vrai sujet. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir revenir sur ces limitations du droit des amendements des parlementaires, parce que on a un vrai problème quand on est en face d'un exécutif qui, a priori, ne veut pas écouter ou ne veut pas discuter ou ne veut pas travailler en coproduction des mesures, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et le 49.3, c'est ça. En gros, c'est un refus de travailler en coproduction des mesures. Le fait qu'effectivement on ne soit pas majoritaire à l'Assemblée nationale et donc on ne puisse pas imposer sa vue, sauf à passer par le vote bloqué. Et justement, Charles Prats, parmi cette mauvaise gestion, il y a aussi l'AME, l'aide médicale d'État, qui coûte énormément donc à l'État. On le rappelle, ce sont des soins gratuits pour des gens finalement qui sont illégaux, qui ne cotisent rien, qui ne payent rien et qui parfois sont mieux soignés que des Français qui sont là depuis toujours et qui cotisent avec leur métier, même s'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Alors, comment vous expliquez que cette AME, ça soit si difficile de la supprimer ou de la réformer?
Alors, l'AME, il faut savoir qu'à l'origine, en fait, c'est une disposition purement budgétaire. C'est-à-dire que quand elle est créée en 1999 par Lionel Jospin, elle vient remplacer divers autres dispositifs. Mais à la base, c'est simplement de prévoir dans la loi de finances, donc dans le budget de l'État, une ligne budgétaire pour pouvoir prendre en charge les factures, en gros, que les hôpitaux, que les médecins envoyaient quand ils prenaient en charge gratuitement les étrangers en situation irrégulière, les sans-papiers. Voilà. Et donc, il fallait prévoir une ligne budgétaire, des crédits évaluatifs, etc. Et c'est la raison pour laquelle l'AME est sur le budget de l'État et pas du tout sur le budget de la sécurité sociale. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les impôts qui financent l'AME et pas du tout les cotisations sociales. J'ai eu une petite passe d'armes sur les réseaux sociaux hier avec un député qui s'appelle Monsieur Clouet, je crois. Et donc je lui ai un peu cloué le bec, comme on dit, en rigolant, parce qu'il venait me donner des leçons de technique budgétaire en disant il sait pas ce que c'est que la différence entre les impôts et les cotisations sociales. Sauf que manifestement, c'est lui qui ne le sait pas. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est le responsable du groupe LFI à la Commission des Affaires sociales et qui n'a pas encore compris comment fonctionne la loi de finances d'un côté et la loi de financement de la sécurité sociale de l'autre. C'est pas grave, mais bon, il avait perdu une occasion de se taire, il s'est fait ridiculiser devant tout le monde. Ça a été son tweet qui a eu le plus de vues, c'est celui pour qu'il se ridiculise lui-même. Mais tout ça pour vous dire que l'AME, c'est d'abord une problématique budgétaire, d'écriture comptable. C'est pas du tout une question de cotisation, de budget de la Sécu, etc. Et ensuite, c'est un sujet. Moi, j'ai découvert ça à l'époque quand on y avait travaillé dans les années 2010. En réalité, c'est un sujet qui était un sujet SIDA à la base, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas y toucher et que ça a entraîné autant de levées de boucliers, puisque pendant un long moment, c'était sur le budget de l'AME que la France exerçait sa diplomatie médicale et donc soignait. Donc, prenait en charge un certain nombre de gens dans tous les pays du monde sur les soins pour les soigner pour le sida. Donc, c'était des dépenses très importantes, hein, c'était des médicaments très coûteux. Et en fait, la France n'assumait pas politiquement devant sa population, je ne sais pas pourquoi, de dire que voilà, dans tel pays africain, tel pays asiatique, tel pays d'Amérique du Sud, etc., ils n'ont pas les techniques médicales pour soigner. Et nous, on acceptait de prendre en charge les gens, de les soigner, et donc ça coûtait un peu cher. Et tout ça, c'était sur le budget de l'AME. Donc c'était un sujet d'abord SIDA, et c'était aussi un sujet de manière plus embêtante, qui était un sujet de surfacturation des soins par les hôpitaux publics, qui en fait, quand ils prenaient en charge quelqu'un sur la base de l'AME, pour les mêmes soins, ils facturaient à l'État beaucoup plus cher que ce qu'ils facturaient à la Sécu. Voilà. C'était une manière de récupérer de l'argent. Alors ça s'est éteint avec les années, on est beaucoup moins là-dessus. En revanche, le dérapage des dépenses de l'AME, maintenant, c'est le nombre de gens pris en charge. C'est-à-dire qu'on est passé de 200 000 ou moins de 200 000 il y a une dizaine d'années à plus de 400 000 maintenant. Donc, on augmente comme ça le nombre de personnes prises en charge, et donc forcément, ça coûte de plus en plus cher. Alors, c'est 1,2 milliard d'euros budgétés. J'ai eu un débat hier sur CNews là-dessus, où quelqu'un disait « Ah, mais c'est rien du tout, qu'est-ce qu'il y aura, 500 millions d'économies, 1 milliard d'économies, c'est que dalle ». Il faut aller dire ça aux gens qui payent leurs impôts, leurs cotisations sociales. Il faut aller dire ça aux gens, comme vous le disiez fort justement, qui sont des travailleurs pauvres, hein, par exemple, une femme de ménage à un demi-SMIC, qui est à mi-temps, un ouvrier au SMIC, etc. Ces gens-là, pour avoir la même protection sociale que quelqu'un qui a l'AME, ils peuvent cotiser leur charge sociale tous les mois. Voilà, exactement. En partie employeur, partie salarié. Et en plus, ils payent leur mutuelle. Parce que pour 100%, il faut payer une mutuelle. Donc, eux, ils payent tous les mois. Et donc, à la fin de l'année, c'est plusieurs centaines d'euros. Et pour avoir droit simplement à la même chose que le clandestin qui, lui, ne paye rien. Ne paye rien. Et qui viole la loi. Donc, à un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village et commencer à se dire que, avant même une question de dépenses publiques, etc., c'est même une question de justice sociale. C'est-à-dire pourquoi que le travailleur pauvre qui, lui, se lève tous les matins pour aller bosser et qui respecte la loi, il doit payer plus cher que celui qui est un illégal, qui est venu violer la loi en France, qui viole tous les jours, et qui en plus profite comme ça de la générosité publique, qui est un vrai sujet. Tout à fait, Charles Prats. Alors, on n'a pas eu le temps de parler de la ponction de l'État sur l'Agir Carco, qui ne passera pas, parce que ça fait polémique il y a quelques semaines. Mais on vous réinvitera évidemment, Charles Prats, pour parler de ces scandales, de ce trou de la sécurité sociale qui n'a pas l'air de se boucher. Hein. Donc, vous reviendrez avec nous sur notre antenne. Merci à vous. Je rappelle le titre de vos livres, Cartel des fraudes 1 et 2 aux éditions Ring. À très vite.